Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Focus. Nous parlons aujourd'hui de développement. C'était en 2015, les Nations Unies adoptaient les ODD, les Objectifs pour le développement durable. L'échéance en principe était en 2030. Aujourd'hui, bientôt 5 ans, qu'en est-il? Des avancées ont-ils été réalisées? Est-ce que des poches de résistance continuent à exister? Récemment, le secrétaire général des Nations Unies, en marge de la 74e Assemblée générale des Nations Unies, a reçu un rapport d'un comité d'experts qui était justement chargé d'évaluer les ODD. Et mon invité aujourd'hui est membre de ce comité. Il s'appelle professeur Parfait Elindou Inyenge. C'est justement mon invité. Mais avant de revenir à vous, professeur, je vous propose d'écouter ce reportage qui revient dans une certaine mesure sur les principales conclusions du rapport. C'est un rapport de 251 pages entièrement consacré aux 17 objectifs de développement durable et leurs 169 cibles qui forment la clé de voûte de l'agenda 2030 des Nations Unies. Il retrace les avancées des différents États à l'échelle mondiale dans l'atteinte des ODD depuis leur adoption en septembre 2015. De manière générale, le rapport souligne certaines avancées qui ont pu être enregistrées. C'est le cas notamment de la mortalité néonatale et infantile qui a considérablement chuté. Aussi, l'éducation primaire est davantage accessible dans le monde, notamment pour les couches les plus défavorisées. Par contre, l'atteinte de certains objectifs piétine. L'obésité, par exemple, est en hausse dans le monde, ce qui apporte avec elle un lot de maladies qui dégradent continuellement la qualité de vie sur Terre. Dans le même temps, le fossé des inégalités s'est largement creusé. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres le sont encore plus. Contrairement à ce que l'on pouvait s'attendre, l'Afrique cristallise plus que jamais les décalages sociaux à tous les niveaux. L'environnement et les changements climatiques sont aussi une préoccupation du groupe d'experts. Alors que les effets des changements climatiques sont de plus en plus visibles et perceptibles, les politiques peinent à se reformer. En conclusion, le rapport affirme « Éradiquer la pauvreté et atteindre le bien-être de tous les habitants de la Terre qui devrait compter 8,5 milliards d'individus d'ici 2030 est encore possible, mais seulement s'il y a un changement fondamental et urgent dans la relation entre l'homme et la nature et une réduction significative des inégalités sociales et de genre entre eux et dans les pays. » Bonjour professeur. Bonjour. Voilà, vous revenez tout juste des Nations Unies, je le disais tout à l'heure en introduction. Vous avez fait partie du comité qui a récemment remis son rapport au secrétaire général des Nations Unies. J'ai envie de vous demander comme ça, est-ce que de New York, vous venez avec de bonnes nouvelles? Oui, les nouvelles sont, je dirais, mixtes. D'un côté, je devrais commencer par préciser, si vous voulez, la spécificité de ce rapport qui allait au-delà des rapports internes aux Nations Unies et qui voulait jeter un regard extérieur et indépendant sur les progrès du monde, réalisés par le monde. Alors, en termes de nouvelles, les nouvelles sont bonnes, si vous voulez, sur certains objectifs, notamment l'éducation au niveau primaire qui a progressé. Vous avez également l'amélioration de la survie des enfants qui est en net progrès. Comme autre bonne nouvelle, le rapport a été bien reçu par les différentes parties prenantes et il s'agit maintenant de faire l'écho de ce rapport à travers le monde et de partager avec le monde entier les engagements et les résolutions qui s'imposent. Bon, bien évidemment, à côté de ça, il y a de nouvelles moins reluisantes dont nous allons certainement parler. Voilà, peut-être avant de rentrer dans le fond du dossier, je voudrais d'abord questionner la démarche. Comment est-ce que vous avez fait pour évaluer chacun des 17 objectifs? Très bien. Le rapport procédait d'une démarche assez originale. Comme vous l'avez dit, on a réuni autour d'une même table une quinzaine de scientifiques choisis à travers le monde qui reflétaient des backgrounds scientifiques différents, qui reflétaient des géographies différentes, qui reflétaient des attachements institutionnels différents. Vous aviez des gens qui travaillent dans le secteur de la gouvernance, de la recherche, de l'enseignement, de l'académie, etc. Et donc, ça, c'est déjà la composition de l'équipe. Maintenant, au niveau de la démarche, sur le plan statistique, on s'appuyait en partie sur des données qui étaient disponibles dans les services des Nations Unies et dans tous les organismes de collecte des données.
Sur le plan de la substance, on s'est aussi appuyé sur les académies scientifiques du monde entier. On a fait un appel à contribution qui a été largement, qui a fait l'objet d'une diffusion très large. Et donc, on a reçu beaucoup d'éléments de toutes les académies, de tous les contributeurs indépendants. Vous verrez dans le rapport, il y a une longue liste des contributeurs. Et ensuite, on a fait une revue extensive de la littérature. Et donc, le travail des scientifiques, c'était, notre travail à nous, c'était tout simplement de faire une synthèse ramassée et représentative de toutes ces contributions et de ce qu'elles disaient en ce qui concerne les progrès qui ont été accomplis par le monde. Voilà, vous évoquez des progrès. Quels sont les plus significatifs jusqu'ici? Les progrès les plus significatifs, si on peut aller objectif par objectif, c'est notamment au niveau de l'éducation primaire qui est en progression nette, et ça c'est un fait remarquable à signaler. C'est un des objectifs fondamentaux, c'est un droit fondamental. Il y a également les progrès en matière de santé. Donc les deux prises ensemble indiquent qu'il y a une amélioration nette du capital humain mondial. Donc ça c'est véritablement un progrès à signaler. Mais aussi peut-être des avancées moins significatives. Par exemple, j'ai vu dans le rapport, dans le reportage, les inégalités qui ne cessent de se creuser. Oui, effectivement, voilà. Les inégalités se creusent, surtout à l'intérieur du pays. Il y a deux types d'inégalités qu'on considère. Il y a les inégalités entre pays et les inégalités à l'intérieur des pays. Les inégalités entre pays, elles ont plutôt diminué à cause de la croissance en Chine, largement à cause de la montée économique de la Chine et de l'Inde. Mais ce qui se dégrade fortement, c'est les inégalités au niveau des pays eux-mêmes, les inégalités internes. Et donc, cela pose problème. Cela pose problème partout dans le monde, mais ça pose problème particulièrement en Afrique, avec l'Afrique qui est en train d'émerger comme un centre majeur des inégalités au niveau mondial. Justement, l'Afrique cristallise les inégalités, c'est un paradoxe. Comment peut-être l'expliquer? Parce que généralement, l'Afrique est toujours en train de revendiquer une certaine égalité, mais je ne comprends pas comment se fait-il que ce soit en Afrique que le creuset des inégalités soit le plus important. Oui, ça peut effectivement sembler paradoxal, dans la mesure où on s'attend à ce que les inégalités soient beaucoup plus fortes dans les pays qui ont une option fortement libérale, où l'on bride l'intervention de l'État et on laisse le champ libre au capitalisme effréné. Et donc, c'est surprenant a priori que l'Afrique se retrouve avec des inégalités accentuées. Mais il faut se souvenir que l'Afrique part d'un plancher assez bas. Si vous prenez un pays qui a un PIB par habitant, mettons, de $1000, toute croissance qui se limite aux classes moyennes et aux classes élevées et qui laisse de côté les couches inférieures va avoir un effet proportionnellement plus important sur une inégalité que si cette croissance avait lieu dans un pays qui avait déjà 10 000, 15 000 $ par habitant. Donc, il y a un effet de plancher qui joue en défaveur de l'Afrique. Mais en fait, ce n'est pas ça la seule raison. Parce que si vous regardez les pays africains, dans lesquels l'inégalité est la plus forte en ce moment, des pays comme l'Angola, la Namibie, l'Afrique du Sud, ce n'est pas les pays les plus pauvres d'Afrique, c'est en fait les pays les plus riches. Alors, la seconde raison pour laquelle vous avez ces inégalités, c'est que longtemps, on a pensé que l'inégalité était un facteur, un élément, une dimension secondaire du développement. Il s'agissait tout simplement d'impulser la croissance et la redistribution des ressources se ferait tout naturellement après. Et donc, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut des politiques délibérées, en plus de la croissance, pour assurer la redistribution sociale. Et donc, il y a une urgence à ce niveau. Il faut entrevoir des actions délibérées pour assurer l'inégalité. Voilà, il y a aussi un dernier aspect que je voudrais évoquer avec vous concernant toujours ce rapport. On précise l'obésité comme l'une des tares qui semble de plus en plus préoccupante. J'ai un peu du mal à comprendre, professeur. Oui, c'est effectivement, si vous voulez, c'est une dimension visible de l'inégalité. C'est une dimension visible et presque caricaturale de l'inégalité. Et se trouve qu'en ce moment, le monde se trouve dans une situation unique où on a, de manière flagrante, sur le plan statistique, la démonstration de ces inégalités, parce qu'en ce moment, on a exactement dans le monde 2 milliards de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, 2 milliards, et puis d'un autre côté, 2 milliards de personnes qui sont en situation de surpoids. Alors vous voyez très bien que si on faisait un rééquilibrage de ces deux grands groupes, on a une solution gagnant-gagnant.
où la santé, les conditions d'alimentation s'améliorent pour tout le monde et tout le monde en bénéficie. Donc l'obésité est malheureusement en hausse en Afrique. Et on trouve des situations flagrantes où vous avez à la fois cette double menace de l'obésité et de la malnutrition, parce que les modes d'alimentation changent, parce qu'il y a une urbanisation accélérée, parce que la vie quotidienne, les modes de vie, la sédentarisation s'accentuent et l'alimentation change rapidement aussi. Voilà, dans votre rapport, vous évoquez aussi la question cruciale des financements qui semble être un véritable frein à l'atteinte des ODD. Lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le Maroc a fait une proposition de créer un fonds spécial pour le financement des ODD en Afrique. Comment est-ce que vous percevez ce genre d'initiative? C'est une initiative qui est, à mon sens, louable et ça rejoint d'ailleurs l'un des points majeurs, l'une des conclusions majeures de ce rapport, à savoir que l'un des leviers sur lesquels on peut s'appuyer, on doit s'appuyer pour financer les ODD, c'est justement le financement et l'économie. Il y a des résistants tout simplement parce que les pays les plus avancés ont tendance à regarder ce financement des ODD comme étant une contribution unilatérale aux pays les moins avancés, alors que c'est un effort au bien-être collectif. Il faut maintenant penser le développement à l'échelle planétaire, surtout en ce qui concerne les questions comme l'environnement. Si vous polluez dans un secteur, tout le monde en pâtit. Toutes les crises écologiques, toutes les crises climatiques affectent tout le monde, mais aussi dans des domaines comme la sécurité. Vous ne pouvez pas confiner la sécurité dans certains pays sans en payer le prix ailleurs. Donc, il faut un changement de mentalité afin que les pays les plus avancés sachent qu'un investissement dans les ODD, c'est un investissement collectif qui leur profite aussi à eux. Voilà, vu qu'on est dans le chapitre des propositions, je vous invite à écouter une des propositions qui nous vient du Gabon. Elle est faite par Nikes Molombi. Il est le président de l'ONG Croissance Saine Environnement. Il est basé à Libreville. Je pense que les ODD sont une piste parmi tant d'autres pour amener nos États à sortir de la pauvreté. Mais il faudrait reconnaître que les ODD permettent là d'avoir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour mieux apprécier les évolutions, l'intégration de ces questions environnementales dans les politiques publiques et dans les politiques de développement. D'où l'intérêt d'avoir dans les départements ministériels les points focaux, notamment autour des INDC, qui sont donc les communications déterminées, les communications déterminées de chaque État, qui leur permet de suivre l'évolution du climat, puisqu'aujourd'hui il y a un lien fort entre le climat et le développement durable. Et je pense que cette question est essentielle. Voilà, professeur, le Maroc a proposé la création d'un fonds pour financer les ODD. Lui, Nikes Molombi, il propose de créer des points focaux dans chaque ministère. Donc, c'est-à-dire, en plus du financement, lui, il évoque le suivi. Est-ce que c'est un élément qui, selon vous, pourrait être une piste d'exploration? Oui, la proposition de M. Molombi est bien reçue. À mon avis, en plus des points focaux qui vont assurer le suivi, que les préoccupations des ODD soient constamment prises en œuvre dans l'élaboration et le suivi des politiques locales. En plus donc de ces points focaux, il faut trouver une plateforme de concertation qui aille au-delà de des ministères. Avoir une plateforme où on peut discuter de ces questions de manière intersectorielle, entre ministères et de manière représentative, où on inclut non seulement les ministères, mais aussi la société civile et l'espace privé. Donc, avec ce genre d'espace, on va pouvoir penser, parce que l'une des résolutions que nous avons dans le rapport, c'est que les problèmes du développement aujourd'hui se posent en question de système. On ne peut plus entièrement résoudre tous ces objectifs de façon séparée. Il faut avoir une vue intégrée qui permette de bâtir sur les synergies qu'il y a entre ces objectifs. Comment est-ce que les investissements en éducation améliorent la santé? Comment est-ce que les investissements dans l'environnement améliorent la santé ou les rapports de genre ou les questions d'inégalité? Donc il faut tirer parti de ces synergies, du fait que tous ces objectifs se touchent les uns les autres. Et en plus de ça, avoir aussi les points focaux et les réunir au sein d'une plateforme
permettrait quelque chose qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire faire un interfaçage étroit entre la recherche et la prise de décision. Lorsqu'il y a un transfert, lorsqu'il y a une communication constante entre les décideurs publics et le monde de la science, on a la possibilité de faire un échange régulier de bonnes pratiques, les tester en temps réel, les réactualiser et, si vous voulez, progresser de façon beaucoup plus efficace vers le chemin de la croissance et de la répartition des fruits de la croissance. Voilà, professeur, il y a aussi, toujours dans le registre des ODD, la notion de protection de l'environnement, du climat. C'est une question qui touche particulièrement l'Afrique, vu que l'Afrique, même si elle est la moins pollueuse au monde, elle subit par contre le plus fort, elle paie le plus lourd tribut des réchauffements climatiques. Mais est-ce que jusqu'ici, vous avez l'impression que les politiques des gouvernements africains prennent assez en considération cette thématique-là? Oui, il y a une controverse non seulement à l'intérieur des pays, mais aussi entre les pays les moins avancés, les pays riches. Vous devez vous souvenir, quelques semaines avant la tenue de l'Assemblée générale, il y avait toute cette polémique au sujet des feux de forêt, de la forêt amazonienne. Exactement. Où certains estimaient que nous étions le poumon du monde, que nos forêts constituaient le poumon du monde et que l'on se devait de préserver la vitalité de ce poumon. Et d'autres, en revanche, qui estimaient qu'il était injuste d'attendre que ce soit les pays pauvres qui payent le plus lourd tribut dans cette lutte contre la dégradation de l'environnement. Donc il y a cette tension que l'on doit résoudre. Mais d'une manière générale, ce que je pense qu'on devrait retenir au niveau de l'environnement, c'est que c'est un combat énorme. C'est un combat urgent qu'il faut entreprendre maintenant parce que nous commençons à atteindre des points de non-retour en termes de perte de biodiversité, en termes de réchauffement climatique. Et si on atteint ces points de non-retour, ça va être difficile de faire marche arrière. Donc c'est un combat urgent. C'est aussi un combat collectif qui demande, si vous voulez, une collaboration étroite entre les différents États du monde, les différents pays du monde, mais aussi entre le secteur public et le secteur privé. Il faut que les gouvernants puissent prendre des mesures suffisamment incitatives pour encourager, voire contraindre les industries à polluer moins ou à payer le prix réel de cette pollution. Il faut que les gouvernements créent un cadre normatif, légal, institutionnel qui encourage les populations à consommer moins. Donc c'est un combat urgent, c'est un combat collectif, mais c'est aussi un combat individuel. Ça veut dire que vous et moi, indépendamment de l'ampleur du combat qui peut être tellement énorme, qui peut paraître décourageant, nous pouvons faire des choses à notre niveau pour contribuer à la préservation de la planète. Les gestes quotidiens de consommation que nous effectuons, que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en termes d'habillement, que ce soit en termes de locomotion, ont un impact sur l'environnement. Chaque choix de consommation que nous faisons n'est pas seulement un choix économique ou politique, c'est aussi un choix écologique. Et donc, de plus en plus, il s'agit d'éduquer les populations du monde à se rendre compte que, individuellement, quotidiennement, nous pouvons faire des choses pour améliorer la qualité de l'environnement. Justement, professeur, vous évoquez des aspects, des contributions personnelles qui peuvent avoir des impacts au niveau global. Je vais vous présenter une initiative assez originale qui nous vient de Côte d'Ivoire. Il se nomme Andy Costa. Il se présente lui-même comme étant l'ambassadeur du vélo en Afrique. C'est le président de l'ONG My Dream for Africa. La principale difficulté en Afrique dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques est lié à un problème financier pour soutenir les initiatives en faveur du climat. Mais n'empêche, nous devons passer à l'action. La preuve, nous, depuis 2010, nous sommes engagés dans la promotion du vélo dans un but de démocratiser le vélo en Afrique. Et l'idée est de doter les universités en Afrique pour booster la mobilité des étudiants parce que selon nous, les étudiants sont les futurs leaders du climat. S'ils ont une culture environnementale via leur mobilité, quand ils seront dans la vie active, ils vont démocratiser le vélo. N'empêche que nous devons tous être solidaires autour du climat parce que nous avons une seule planète. Pour preuve, Kofi Annan disait une fois encore de plus, le climat ça coûte cher. Si nous ne faisons rien, nous allons payer encore plus cher. Go green, go green.
Voilà, professeur Andy Costa, il présente donc le vélo comme une alternative à l'empreinte climatique de tout un chacun, du moins la réduction de cette empreinte climatique. Est-ce que vous pensez que des initiatives comme celle-ci, peut-être que là c'est isolé en Côte d'Ivoire, mais est-ce que si elles se généralisent, elles pourraient avoir un impact? Absolument, c'est véritablement une initiative à louer. Pour plusieurs raisons. La toute première raison, c'est que c'est le genre de pari gagnant-gagnant qui permet non seulement d'avoir des retombées positives au niveau de l'environnement, préserver l'environnement, mais ça peut être aussi efficace sur le plan économique dans la mesure où dans beaucoup de pays où vous avez une forte congestion urbaine, l'utilisation du vélo peut en fait permettre de devenir un moyen de déplacement beaucoup plus rapide que les voitures, d'un. De deux, sur le plan social, il y a un nivellement, au moins en apparence, des inégalités sociales. Si tout le monde prend le vélo, il y a une espèce de nivellement social au niveau de la consommation. Et puis maintenant, au niveau de la santé, nous avons parlé tout à l'heure de surpoids. La pratique du vélo serait un excellent moyen de faire de l'exercice physique et de maintenir la forme. Donc c'est un pari gagnant-gagnant. Mais ce que je trouve aussi absolument génial dans cette initiative, c'est qu'elle est adossée à la jeunesse. Et donc elle commence à bâtir cette culture de la préservation au niveau des jeunes qui seront les leaders de demain au niveau de la protection de l'environnement. Parce que c'est toute une culture nouvelle qu'il faut établir et donc commencer par les jeunes universitaires est véritablement une bonne idée. Voilà. Professeur, là, de manière générale, on a évoqué quelques aspects sur lesquels vous avez travaillé dans le cadre de la rédaction de votre rapport remis au secrétaire général des Nations Unies. C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt de le dire maintenant, mais est-ce que vous avez déjà des échos? Comment est-ce que le secrétaire général a accueilli vos travaux? Le secrétaire général que nous avons rencontré une semaine avant la livraison au grand public du rapport était extrêmement satisfait. Il est engagé personnellement sur les questions d'environnement et donc il s'y connaît parfaitement. Et donc il a très bien accueilli le rapport. Ils sont en train de travailler sur la deuxième phase du rapport qui fera appel à un autre comité de 15 scientifiques, maintenant choisi toujours avec la même diversité, etc. Et donc on attend une suite favorable. Ce que nous faisons, nous, qui avons participé à la rédaction du tout premier rapport, c'est essayer de faire l'écho de ce rapport et d'essayer de l'amplifier au niveau, en ce qui me concerne, du monde académique, mais aussi du monde du grand public, du secteur privé et des médias, etc. Donc c'est la tâche que nous nous sommes assignés de manière informelle à nous du groupe des 15 scientifiques, c'est donner une grande lecture à ce rapport. Voilà, de manière générale, vous avez évoqué, on va peut-être finir par là, vous avez évoqué des avancées, vous avez évoqué des réticences. Est-ce que globalement, vous estimez qu'aujourd'hui, 4 ans après et bientôt 5 ans, les ODD sont un objectif qui sont en passe d'être atteints? Les ODD ont, disons, le potentiel d'atteinte existe. Il faut tout simplement vouloir faire les changements radicaux qui s'imposent. Il y a des transformations radicales à faire si on veut atteindre ces objectifs. Mener les politiques actuelles qui sont peut-être bien pensées mais graduelles ne suffira pas. Il faut vraiment des transformations radicales dans la manière de penser le développement et d'agir sur le développement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça suppose une réflexion en termes de système, ça suppose une collaboration très très étroite entre le monde de la science et le monde de la décision, mais ça suppose aussi, en ce qui concerne particulièrement l'Afrique, des efforts à faire maintenant et des efforts à faire au niveau de la jeunesse qui va porter le développement de l'Afrique à l'horizon de 2030. Nous n'allons pas nous réveiller une fois de plus en 2030 et penser que quelque chose de magique va se produire autour de ce 30e anniversaire. C'est maintenant qu'il faut faire les investissements nécessaires. C'est au niveau de cette jeunesse qu'il faut faire les investissements nécessaires, bâtir son capital humain, doter cette jeunesse des moyens intellectuels et du capital humain qui sont nécessaires pour porter l'Afrique. Et si on fait ce travail, je pense que nous pouvons atteindre une grande partie des objectifs des ODD. Merci beaucoup, professeur. Merci aussi à vous, à la maison, de nous avoir regardés. C'était donc le professeur
Parfait Elundu Enyenge, l'invité de ce focus. Je vous demande de rester sur Vox Africa. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.